En automne, le dimanche après-midi, après la grande tablée commune, ils allaient tous ensemble, petite course d'école, factotum confirmés et apprentis zélés, manger des amandes ou des marrons grillés et boire des canons sur la place du Bourg-de-Four, à la Clémence, hélas depuis bien trop longtemps le repère des étudiants bourgeois, des vieux beaux et des m'as-tu vus de tout poil. Un rituel sympathique et convivial qui leur permettait de brasser un peu les générations. Le plus jeune, Abdallah, allait effectivement sur ses 14 ans et Valérie, leur vénérable et respecté doyen, selon certaines sources, approchait du siècle de vie. Un bel âge, un rituel qui leur permettait aussi de désacraliser un peu, mais pas trop, les rapports maître-élève, des rapports qu'ils voulaient en toutes circonstances empreints d'une certaine cérémonie, et de déguster, la cravate dénouée et la veste ouverte, des crus bien locaux, comme la Tour Maîtresse, un merlot de très belle tenue, souple et tannique à la fois, ou rue des Belles-Filles, un cabernet franc qui développait de jolis arômes de fruits rouges avec quelques touches de vanille particulièrement longues en bouche. Une réussite. Potaches, mauvais garçons sur les bords, mais férus d'histoire genevoise, ils effectuaient parfois un petit détour et passaient, entre autres, par la rue Chausscoq, la rue Maurice ou la rue Étienne Dumont et Rigolard, se faisaient la courte échelle en tanguant avec un tournevis entre les dents, ils s'amusaient à changer les plaques d'émail bleu pour leur rendre d'autorité leurs anciens noms, plus fleuris et plus outranciers. La rue Chauscon, l'impasse du Vieux Bordel et la rue des Belles-Filles. Toutefois, ils ne se livraient jamais, au grand jamais, à d'imbéciles actes de déprédation en dessinant ou en écrivant des insanités sur les murs, même sous forme de riches rimes embrassées. Car Solal, mais il était loin d'être le seul parmi ses collègues, détestait les graffitis et les inscriptions pariétales en général, en milieu sanitaire en particulier, il trouvait ça du dernier vulgaire. Une fois seulement, il avait toléré, débonnaire et malicieux, qu'on écrivît un palindrome contre la marmoréenne paroi d'une banque. In girum imus nocte et consumimur igni. Ce qui revient à dire que des mecs dont tout n'a pas été dit tournent en rond dans la nuit comme des cons et qu'ils finissent brûlés par le feu. Des cons, on a dit ces mecs. Mais cette belle envolée poétique, situationniste et mystérieuse, avait été effacée au vitriol, un produit malheureusement démodé, en un geste qui faisait alors montre d'un bel esprit d'escalier, sinon d'à propos, et qui prouvait qu'en face, il n'y avait pas forcément les crétins que l'on imaginait. Lorsque toute l'équipe débarquait bruyamment au Bourg-de-Four, cette place qui désemplissait rarement, on s'écartait, on laissait sa chaise avec une politesse maladroite, on abandonnait sa table pourtant garnie de verres encore bien remplis. Bref, avec des gestes apparemment courtois, mais on voyait bien les doigts qui tremblaient au bout, on battait en retraite, la queue toute fripée entre les jambes, car face à cette bonne cinquantaine de gaillards, des gaillards tous sapés avec une élégance sobre, mais terriblement distinguée, un sacré spectacle tout de même, des gaillards donc chics, mais pas commodes, des gaillards dont la sauvagerie, la culture et la volonté d'en découdre avec tout un chacun, par oral, par écrit ou par les armes, le sabre de cavalerie avait la préférence de beaucoup, transparaissait à chaque regard et à chaque mouvement. Eh bien, à cette vue-là, si les dames, elles, émoustillées, elles tournaient vers eux des yeux doux immenses avec des papillons bleus autour, les types, eux, ne faisaient plus trop les cacous. C'était soudain fini de pérorer à tort et à travers. On fermait son clapet au remue-le cahier, et c'était tant mieux pour l'air ambiant. Soudain moins pestilentiel, car la pollution sonore, surtout en ville, c'est une plaie. Habitués à être reçus de la sorte, ces messieurs faisaient mine de ne plus remarquer cette crainte, cette haine aussi, et ses honneurs, un subtil et sulfureux mélange dont ils étaient les justes et fiers objets. Le cas échéant, bon prince, il se contentait de passer à tabac les rares récalcitrants. Ensuite, confortablement installé, il pouvait faire santé, voire schmolitz, et se lancer dans de passionnantes conversations, les courses, la mode masculine ou les derniers ouvrages de critique littéraire. Ce soir-là, après un dernier verre, ils empruntèrent comme d'habitude la rue de l'Hôtel de Ville, à pas lents, copains comme jamais, repus, une bouteille de merlot ou un ultime cubain rougeoyant à la main, certains bras dessus, bras dessous, d'autres seuls, perdus dans des pensées pas toujours roses. Avoir les idées noires, c'est aussi une sorte d'hygiène mentale qu'il faut savoir cultiver avec ténacité, déclamant des poésies en allemand d'une voix sourde, rêveur et forcené, du Hölderlin, du Kleist ou du Nietzsche. Lorsqu'ils parvinrent au carrefour avec les rues Henri Fazy et depuis Saint-Pierre, juste devant le restaurant chez le père Glosu, ils se rendirent compte que cette fin de soirée ne serait peut-être pas comme les autres, style un whisky, certes pas seulement de doigts et au lit.
En effet, au grand complet, et sur leurs 31, ils portaient de magnifiques costumes sur mesure parfaitement de saison, juste sortis à n'en pas douter des mains expertes des meilleurs tailleurs de Beyrouth ou de Damas, les nouveaux messieurs, les moustaches cirées et fournies comme jamais, coiffés de kéfiers habilement noués sur leur front altier ou de fez pourpres de la plus belle qualité, les attendaient, non pas au coin du bois, on était en pleine ville, mais à la croisée des chemins, une expression à la fois bien choisie et dramatique comme il convient, avec en plus d'historiques canons en toile de fond. Alors, dans ce grand silence terrible, dans cet immense silence de pierre et de glace qui précède les batailles à mort, les batailles au cours desquelles le sort du monde tout entier semble se jouer sur un coup de dé, les deux bandes se firent face avec calme et détermination, mais au-dedans, sous les chemises cintrées juste ce qu'il fallait, ça battait la chamade, ça palpitait avec joie et angoisse, lorsque soudain, des colombes, personne ne sut jamais vraiment d'où sortaient ces satanés volatiles, parce qu'à Genève c'était plutôt le règne des pigeons, une sacrée plaie aussi, passaient entre leurs rangs en un vol mélancolique et étrangement lent, comme au ralenti. Alors quelque part, très loin au-dessus de leur tête, un vieux joua de l'harmonica avec un art consommé. Pour accompagner cette mélodie lancinante et funeste, il eut même un souffle de vent. Brusquement, il s'engouffra le long des rues et fit claquer leurs trois quarts près du corps et leurs écharpes en cachemire le rapiana. Rapidement, la tension fut à son comble, on était même carrément pas loin du climax. Et puis, quelqu'un lâcha « Merde, j'ai une poussière dans l'œil ». Alors ils durent bien décompresser un peu pour déclarer, en de grands gestes lents des bras, la guerre ouverte, préalable nécessaire pour rompre des lances comme il se doit, avec verve et sans peur, avec des tambours aussi, et puis des trompettes, peut-être même celles de Jéricho, les trompettes, tiens. « C'est donc l'heure, fit Solal en s'avançant d'un pas. « Oui, c'est l'heure, lui répondit Omar, presque désolé. « Vous verrez, enfin, peut-être pas, on a presque fini dans le jardin. Tout est à nous, même le cèdre et le trône renversés. Pour la forme, on a juste laissé une bande étroite dans le fond. C'est la bande de gazon. On s'est dit, début décembre, c'est une bonne période pour en finir. Et puis honnêtement, on a la baraka. Donc oui, c'est l'heure. En tout cas, nous, on est là. Et si vous êtes prêts, on est prêts. »« Nous sommes prêts, n'est-ce pas, messieurs ?» dit Solal, en se tournant calmement vers les siens. « Moriturit et salutant » répondirent-ils tous plus ou moins d'une même voix en riant et en rajustant leurs cravates bien serrées sur le cou. « Tu vois, fit Solal. »« Je vois, fit Omar. » Les deux hommes claquèrent alors des doigts sans se retourner. Des jeunes se précipitèrent aussitôt et ils échangèrent les livres dont ils avaient parlé avec passion au cours de leur déjeuner au café de Penay. Des livres dont la lecture avait marqué leur adolescence, cette époque de la vie si perméable et si dense. Ce fut Les Cavaliers de Joseph Kessel contre Mars de Fritz Zorn, un choix éclairant. Puis ils se serrèrent la main longuement et rentrèrent enfin dans le rang en se saluant du regard une dernière fois. Solal, Hans, Carver, Valérie et James se réunirent, épaule contre épaule, pour un ultime conciliabule. « Bon, ça y est, du coup, nos tunnels ne sont pas terminés, c'est dommage. »« Ah, pardon, il y en a un qui est terminé, » déclara James. « Mais il débouche sur une immense fontaine, genre baroque, avec un palais derrière, un grand barbu et des statues de chevaux, de tritons, plein de pièces au fond et des centaines de touristes autour. C'est à n'y rien comprendre. »« C'est la faute de Valérie, ça, » fit Solal en soupirant. « Parfois, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que parfois, quelque part, on nous entend. » Valérie, avec à propos, fit justement celui qui n'entendait pas et ne répondit rien à cette apostrophe peut-être plus admirative qu'il ne pensait. « Et puis cet attentat alors ?» demanda Hans. « Tout était prêt, parole les amis. Si on échappe à cette embuscade nocturne, ils sont cuits, c'est même plié d'avance. J'ai tout réglé comme sur du papier à musique. »« On n'aura pas eu le temps de fêter ton anniversaire finalement. 40 ans tout de même, old chap, sourit doucement Carver. La mort au combat, c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Et puis sans Elisa, la vie n'est plus la même. Allez mes amis, pas d'espoir, pas de regret, nous boirons tous les verres du monde là-haut. » Ils se tapèrent sur les épaules parmi avec de grands rires désabusés et rejoignirent les autres qui étaient en train d'écrire leur dernier poème sur de grandes feuilles en papier japon qu'ils emportaient toujours avec eux parce qu'on ne sait jamais, lorsqu'on mène la vie de monsieur, tout peut se terminer si vite sans prévenir. En face, leurs rivaux, tous ensemble, d'une seule et belle voix, ils récitaient leurs prières, la dernière aussi. Tradition orale, tradition écrite, foi et littérature. On aurait pu proférer bien des insanités à cette occasion-là, c'était même le moment ou jamais, mais pour une fois, dans un élan de sobriété bienvenue, on sut se retenir. Alors, après que les tapis eurent été roulés, eux aussi se tenaient visiblement toujours prêts, ils les rangèrent dans des sortes de carquois. Après que les poèmes eurent été pliés et placés contre le cœur, les deux bandes se firent à nouveau face dans le froid et la nuit. Alors, dans le silence total, seul l'harmonica, obstiné, déchirant, laissait entendre son obscure mélopée de drame, lugubre et séduisante à la fois. Les colombes, bonnes pattes, effectuèrent un nouveau passage, en rase-motte celui-là, et dans leur blanc sillage, des feuilles mortes s'élevèrent lentement pour tournoyer sans fin autour de ces hommes debout.
On sentait une énergie sourde monter, puissante, comme si la terre ou le destin eux-mêmes voulaient soudain participer à cette ultime bataille, dont le dénouement, forcément tragique, marquerait la fin d'une ère et le début d'une autre, plus sombre, plus désespérée, mais peut-être moins frivole et moins vaine. Alors, dans cette nuit de décembre, comme illuminée par d'intenses clartés venues d'ailleurs, des héros de légende se redressaient, fiers, parés de toutes leurs armes de bronze et d'acier, arrachés à leur tombe froide, arrachés à un oubli pire que le trépas. Gilgamès, Arjuna, Sinbad, Jason, Bellérophon, Édipe, Ulysse, Cuchulainn, Arthur, Köi, Tristan, Lancelot, Nasr Eddin Hodja, Siegfried, Tomoe-Gozen, Miyamoto Musashi, Don Quichotte, Gargantua, ou encore Guillaume Tell et Winkelried, mais pas le général Guisan, s'avancèrent, des rictus guerriers plaqués tels d'invincibles armures sur leurs visages de demi-dieux pour participer à leur tour au combat. La raison d'être, la raison de mourir de tous ces drôles-là, de ces modèles fantastiques et parfois révoltants, ces parfaits déchus. Alors sûrs de leur fête, insoucieux de victoire ou de défaite, ces messieurs sur une seule ligne, avec leurs épaules qui se touchaient en une alpestre succession de monts et de vaux, se rapprochèrent de leurs adversaires, les nouveaux messieurs, qui leur offrirent la même vision, le même extraordinaire tableau, comme si les uns, hardis, tendaient un immense miroir aux autres, vaillants, et vice-versa. Une figure compliquée, risquée même, surtout en fin de journée après avoir bien bu, car il pouvait y avoir de la casse, avec 7 ans de malheur à la clé. Alors, exactement en même temps, ça demande beaucoup de coordination, beaucoup d'écoute, ils entonnèrent soudain à gorge déployée des chants de guerre terrifiants, gutturaux et abominables, et face à face, quasiment front contre front, ils se livrèrent à des danses de mort échevelées en une courageuse chorégraphie qui puisait ses sources tant au fameux haka des All Blacks, une équipe de rugby qui ne rigole pas, qu'au non moins fameux thriller du défunt roi de la pop qui lui ne rigole plus. Alors avec ces grands miroirs pas pratiques posés entre eux qui risquaient de se briser à tout moment et tous ces pas pas cotons du tout qu'il fallait exécuter très vite sans s'emberlificoter les pinceaux, un coup à se rayer les pompes et sans pousser ses collègues sinon l'effet visé, la terreur adverse ne serait pas atteint. Bientôt, plus personne ne sut où il en était. Il n'y eut plus de vent, ni d'harmonica, ni de colombe, et l'un d'entre eux, plus très convaincu par tout ce tremblement compliqué, laissant tomber et la pop et le haka, s'exclama brusquement à pleine voix « Mais c'est qui cette bande de mecs là-bas, c'est qui ?» Soulagés de pouvoir mettre fin à leur obscur sabbat, tous les messieurs, les nouveaux comme les premiers, les moustachus comme les rasés de près, cessèrent de gesticuler opiniâtrement, posèrent avec soulagement et précaution les miroirs contre un mur, rajustèrent leur mise en vitesse avec un brio consommé et se tournèrent, hautains, dans la direction de ce doigt tendu pointant pile sur un groupe de gugus, des inconnus au bataillon ceux-là, qui eux portaient tous les cheveux gominés sur le haut du crâne et rasés sur les côtés, des barbes à la fois drôlement fournies et joliment peignées, des tatouages dans le cou, des chemises à carreaux, visiblement sur mesure, d'autres tatouages sur les mains, une faute pure et simple dont il ne valait même pas la peine de discuter, et des pantalons trop étroits pour être honnête, retroussés haut sur de solides mais élégantes chaussures montantes à lacets rouges. L'un d'entre eux, sans doute leur chef, il portait fièrement des lunettes à grosse monture et tenait une hache impressionnante à la main, s'avança vers eux et déclara, très sûr de lui, comme un défi lancé dans cette nuit pleine de surprises et de théâtraux retournements de situation, « Nous sommes les autres messieurs ». Un silence interloqué, voire incrédule, suivit cette affirmation un peu énervante, on le comprendra, quelque part c'était comme si on se foutait d'eux. Seul Idriss eut la propos de répliquer, moqueur, avec un pouce dressé « Bien joué, le coup des points de suspension, les gars, pas mal !» Omar s'approcha de Solal, les sourcils froncés, la moustache noire et luisante comme jamais. « Mais qui sont ces types, c'est incroyable, ils n'ont aucun respect, nous sommes sur le point de nous battre, c'est la confrontation finale et tout, et ils débarquent comme ça, tel un cheveu sur la soupe. C'est un monde ça, un cheveu, un poil tu veux dire !» ricana Solal en s'allumant prestement un cigare. « Oui, ces barbes, c'est d'un ridicule !» déclara Omar en se lissant la moustache qui rebiquait soudain. « Ils exagèrent. Moi, l'intégrisme pileux, ça me fout en boule. »« Je sais qui c'est, ces types !» s'exclama soudain l'un des nouveaux messieurs, un jeune qui avait l'air au courant. « J'ai entendu parler d'eux dans un magazine. Ce sont des hipsters, et ils viennent de New York. »« Des hipsters, de New York !» répéta Omar lentement, découragé. « On ne peut plus se massacrer en paix sans que les Américains s'en mêlent. Si tu veux mon avis, lui répondit Solal en lui posant la main sur l'épaule, ils ne sont là que pour la galerie, pour faire genre. À part gueuler de loin avec leur hache, si ça se trouve, elles ne coupent même pas, ils ne vont rien faire. Pour moi, je te le dis tout net, un massacre reste possible. C'est peut-être même la meilleure solution. Il suffit, littéralement, de changer notre fusil d'épaule et de leur faire passer l'arme à gauche. Mon ami, tes paroles, c'est de l'or et des gazouilles précieux à mes oreilles. Tu as 1000 fois raison. Tu es notre Khalil Gibran. Tu aurais dû faire prophète. Alors, contre toute attente, ces messieurs se mêlèrent aux nouveaux messieurs pour ne former qu'un seul rang, plus solide et plus déterminé que jamais,
plus élégant et plus sélect que jamais. Alors, dans le silence total, seul l'harmonica, obstiné, déchirant, laissait entendre son obscure mélopée de drame, lugubre et séduisante à la fois. Les colombes, bonnes pâtes, effectuèrent un nouveau passage, en rase-mode celui-là, et dans leur blanc sillage, des feuilles mortes s'élevèrent lentement pour tournoyer sans fin autour de ces hommes debout. On sentait une énergie sourde monter et puissante, comme si la Terre ou le destin eux-mêmes voulaient soudain participer à cette ultime bataille, dont le dénouement, forcément tragique, marquerait la fin d'une ère et le début d'une autre, plus sombre, plus désespérée, mais peut-être moins frivole et moins vaine. Alors, dans cette nuit de décembre, comme illuminée par d'immenses clartés venues d'ailleurs, des héros de légende se redressaient, fiers, parés de toutes leurs armes de bronze et d'acier, arrachés à leur tombe froide, arrachés à un oubli pire que le trépas. Gilgamesh, Arjuna, Sinbad, Jason, Bellérophon, Édipe, Ulysse, Cuchulainn, Arthur, Queux, Tristan, Lancelot, Nasreddin, Hodja, Siegfried, Tomoegosen, Miyamoto Mushami, Don Quichotte, Gargantua ou encore Guillaume Tell et Winkelried, mais pas de général Guisan, s'avancèrent, des rictus guerriers plaqués d'ailes d'invincibles armures sur leurs visages de demi-dieux pour participer à leur tour au combat, la raison d'être, la raison de mourir de tous ces drôles-là, de ces modèles fantastiques et parfois révoltants, ces parfaits déchus. Alors enfin, dans une vague inéluctable de colère juste, d'allégresse morbide et de tissus hors de prix coupés près du corps, les hipsters, sans offrir de réelle résistance, furent rapidement repoussés sur l'esplanade de la Treille. Elle était bien connue pour son banc et sa vue, jusque sous les marronniers. Certains, souffrant d'allergie, se mirent d'ailleurs à éternuer tout en distribuant des mandales. Ah, ils ne firent décidément pas long feu, ceux-là, ces pieds tendres, ces imposteurs, son véritable dessein et surtout son véritable essence. Ils furent impitoyablement et joyeusement taillés en pièces jusqu'au dernier, et malgré leurs hurlements affolés, leurs barbes furent arrachées avec de grands rires sonores. Puis, leurs tatouages, du old school pur jus, malgré leurs gémissements pas très virils, furent découpés au couteau suisse. Ils seraient ensuite épinglés en de jolis tableaux de couleurs et de peau qui feraient l'objet d'une exposition abondamment documentée au musée d'ethnologie. Ils venaient d'ouvrir ses portes au boulevard Karl Vogt, ça tombait bien. Quant à leur tête, eh bien, Solal, Omar et tous les messieurs, 7 points d'exclamation en tout, ce n'est pas rien, réunis en un gaulois et euphorique cortège éclairé au flambeau, ils allèrent dans la foulée les fichés, cigares au bec, bravaches jusqu'au bout, c'était des Havanes, sur les grilles de la mission des États-Unis à Genève, un endroit pas sympa à conchier sans modération. Là, pris d'une sorte de frénésie, en porte-à-faux avec ses principes les plus précieux, Solal écrivit soudain sur un mur avec du sang « Les Juifs ne seront pas blâmés pour rien ». Omar précisa, assez agité lui aussi, et les Arabes non plus. Puis enfin, ils rentrèrent à la maison tant bien que mal, à leur tour fichés à jamais en de rouges et menaçantes listes, aller patiner à Central Park, c'était sans doute râpé, pour trinquer à leur propre santé, temporairement sauvegardée, l'affrontement final avec les héros balèzes sortis des tombes et de l'oubli étant, croyait-on, ajourné sine die. Cette lecture était extraite du livre Solal Aronovitch Holocauste de Florian Hegelin, paru en 2015 aux éditions La Baconnière. Pour en savoir plus sur ce livre, vous pouvez lire l'article de David Lépée, du côté des romans, dans le numéro 165 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepée.com.